BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, merci d'être là, merci d'être fidèle à De quoi je me mêle. Comme chaque week-end, vous le savez, on plonge dans l'actu tech. Le vendredi dès midi, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube de BFM Tech et le podcast audio qui vous attend aussi. Ça, c'est l'avant-première de quoi je me mêle. Et puis dès le week-end, vous pouvez nous regarder, nous écouter sur BFM Business à la radio, à la télé. Avec au sommaire de ce De quoi je me mêle, eh bien tout à l'heure, une deuxième partie vraiment exclusive puisque à l'occasion de Vivatech, j'ai pu rencontrer le fondateur de Tetris. Oui, Tetris, le jeu auquel on a tous joué, qui nous a accrochés, scotchés sur les écrans de nos Game Boy et autres consoles de jeux pendant des années. Il s'appelle Alexei Pajitnov et il sera en interview dans De quoi je me mêle en deuxième partie. Rendez-vous incroyable puisque le fondateur de Tetris était à Vivatech et on a voulu vous faire plaisir. Il nous racontera cette histoire abracadabrante de la création de ce jeu en pleine guerre froide puisque c'était dans les années 80, rappelons-le. Ça ne nous rajeunit pas cette histoire-là. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez réagir à tout ce qu'on raconte dans cette émission. Un grand merci d'être fidèle à De quoi je me mêle. C'est parti. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co. Alexei Pajitnov, c'est pas facile à dire, mais vous le verrez tout à l'heure. Nous avons maintenant, pour le Club de la Presse Haïti, Olivier Frigara qui est là. Salut Olivier. Bonjour François. Olivier Frigara, le fondateur de On refait le Mac, de la F1 aussi qui cartonne. Merci d'être là. Plaisir, je demande l'asile climatique à BFM, voilà, donc je vais rester là à demeure. C'est vrai que la climatisation marche très très bien. D'ailleurs, tous les invités qui veulent venir dans nos plateaux, n'hésitez pas, c'est bien climatisé. On est bien ici. Et Damien Licata est là avec nous aussi. Salut Damien. Bonjour. Oui, c'est un très bon argument quand même. Ouais, c'est pas mal en ce moment. Je ne sais pas si ça va durer. Espérons que ça ne dure pas longtemps. Parce qu'ils vont nous mettre dehors au bout de 2-3 jours quand même. Damien qui est journaliste au Parisien. Bon, vous avez la clim aussi quand même là-bas. Oui. Tout à fait. Bon, très bien. Tetris quand même, c'est dingue, non, en deuxième partie? Ouais. C'est fou quand même, on a tous joué à ce jeu-là. Ça évoque de beaux souvenirs. C'est sans doute le jeu le plus mythique du jeu vidéo. Le jeu de la Game Boy. C'est incroyable. Il y a on va dire que j'amène tout Apple, mais... Vous allez voir donc cette interview qu'on va vous diffuser dans une petite demi-heure dans De quoi je me mêle. Alexei est d'une humilité incroyable. Incroyable. Enfin, vous verrez ça. Excellent film, un long métrage sur Apple TV qui raconte l'histoire de Tetris. Magnifique. Ouais. Magnifique. Je lui posais la question d'ailleurs tout à l'heure. Est-ce que ce film a été romancé, enfin, est-ce que l'histoire de Tetris et de son parcours a été romancée? Il nous racontera ça tout à l'heure. Mais pour donc cette première partie, on va commenter l'actu tech de cette semaine et on va parler lunettes connectées parce que un nouvel arrivant pointe le bout de son nez. Alors vous le savez, Meta cartonne avec ses Ray-Ban Meta. Samsung et Google se sont associés pour lancer des lunettes qui arriveront, je crois, à la fin de l'année, qu'on attend avec impatience. Apple aurait dans ses cartons aussi des lunettes connectées, mais c'est Snap qui vient d'annoncer ces lunettes. Alors, elles sont prêtes là, je crois elles sont quasi prêtes. Elles vont sortir bientôt. Bien sûr, elles arrivent d'abord aux États-Unis, ensuite elles arriveront en Europe à la rentrée. Oui. Donc, ce sont les specs. Les specs on a vu beaucoup circuler les prototypes, les premières versions. C'est assez logique finalement. Snap a une expertise en réalité augmentée. Ils l'ont appliqué à un produit et ça donne ces lunettes assez classiques, mais dessus on va avoir des petits verres et on va reproduire un écran de 24 pouces. Donc voilà, c'est un écran assez confort. Et si on veut tirer un petit peu plus, on peut arriver jusqu'à 105 pouces pour avoir un écran de type télé. Certainement on perdra en qualité. Donc c'est quand même des lunettes assez révolutionnaires dans ce style-là parce qu'elles fonctionnent en totale autonomie. Elles ne sont pas reliées à un smartphone comme ça peut être le cas pour les Meta. Ouais. Elles sont un peu plus volumineuses, logiquement, massives, parce qu'il faut quand même caler les verres pour pouvoir projeter dessus des images. Le prix aussi, il est volumineux. On est sur 2300 €. Ah oui. Voilà, il faut parfois payer les premières technologies. La moitié du prix d'un Apple Vision Pro. Donc oui, pas cher. avec ça reste de l'informatique spatiale. Ça reste un peu cher, mais ce sont les premiers modèles. Et c'est vrai qu'on n'attendait pas forcément Snap dans cette catégorie-là et de lancer surtout la popularisation de ce genre de produit, parce qu'on se dit à chaque fois les lunettes connectées sont l'avenir de la tech. Elles vont dépasser à un moment les smartphones. Peut-être que ça commencera par un modèle comme ça, peut-être que ça commencera aussi par un modèle peut-être un peu plus simple. On sait aussi qu'il y a les lunettes de Rockheed, les Chinois, qui arrivent aussi en Europe et en France maintenant. Elles sont aussi assez chères.
on va être dans les 1700 €, donc avec un usage qui est différent. Les RAW Kids, c'est juste de la projection en fait de texte un peu à la Matrix. C'est des caractères en vert et on peut lui demander de faire appel à un petit assistant IA. Donc c'est un peu, ça ressemble au Ray-Ban, au Meta Ray-Ban, mais avec du texte inclus sur les verres. Donc on va savoir très rapidement qui va gagner la bataille des lunettes connectées, mais en tout cas il y a vraiment de l'activité et de l'émulation autour de ces lunettes. Alors c'est rigolo parce que Snap n'en est pas sa première paire de lunettes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je me souviens d'un CES de Las Vegas où j'avais vu dans une espèce de grande allée, alors même pas dans le salon, hein, c'était dans les rues de Las Vegas, une espèce de pop-up store où Snap présentait ses premières lunettes qui s'appelaient les Spectacles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qui étaient basico-basiques. Il y avait des caméras, je crois. Je ne sais même pas s'il y avait des haut-parleurs à l'époque dessus. Manquait à l'époque d'ailleurs. Et le concept du fondateur de Snap, c'était de dire Snap, c'est de la vidéo, on fait des micro-vidéos, etc. Mais on va pouvoir les faire avec les lunettes. Ça n'a pas véritablement marché. Trop tôt. C'est arrivé un peu trop tôt. Et oui. Et ces lunettes sortent un peu dans un contexte compliqué parce que Snapchat n'est plus le réseau social qui gagne énormément d'argent. Ils ont perdu de leur superbe, mais ils ont quand même réussi à maintenir une fanbase assez conséquente. Il y a quand même des gens qui étaient des utilisateurs adolescents, qui sont entrés dans l'âge adulte. Ouais, qui restent donc il y a un budget différent aussi, et qui sont peut-être capables d'acheter ça par fidélité à Snap. Mais est-ce qu'ils ont les épaules assez larges pour lancer cette gamme de nouveaux produits? Parce que là, on est sur de nouvelles lunettes qui sont totalement autonomes. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est que vous n'avez même pas besoin d'un smartphone. Qui sont capables de Il y a un OS tourner, dedans qui tourne. L'OS, exactement, de faire tourner des petites applications de réalité augmentée qui sont dédiées à ces lunettes-là, plus de faire tourner la projection et qui est quand même gourmande en énergie. Donc, c'est des lunettes avec une autonomie limitée. On ne sait pas exactement quel public ils visent. Pour des 4 heures, c'est ça l'autonomie. Oui, on est sur des 4 heures, donc c'est pas forcément pas pour mal regarder. Par rapport au Vision Pro, encore une fois, qui lui est mis à 2 heures. Il est un petit peu plus chaud aussi, si on en revient à la clim. C'est vrai que ils ont un marché devant eux, peut-être, à investir. Et est-ce qu'en étant les premiers, ils vont pouvoir le préempter? On verra. C'est intéressant parce qu'effectivement, on se demande tous et toutes ce que va faire Apple autour de ces lunettes connectées. Est-ce que le modèle, ça va être plus le modèle d'un Meta aujourd'hui qui a cartonné avec les Ray-Ban Meta, il y a eu des nouveautés encore cette semaine, et qui aujourd'hui devient la norme du marché, mais c'est une vision beaucoup moins, sans jeu de mots, beaucoup moins ambitieuse que celle de Snap aujourd'hui, avec les specs, puisqu'il n'y a pas d'écran, puisque c'est juste... Alors, il y a une IA, et ça aussi, Snap, on les attend. Est-ce que leur agent sera aussi efficace? Ce n'est pas leur métier non plus. Donc, il y a plein de questions. L'autonomie, est-ce que c'est des grosses lunettes? Est-ce qu'on pourra qui va porter ça en fait? On a l'impression que c'est encore. C'est pas un truc qui est sec, si tu veux, tu vois. Je m'attendais à pire, si tu veux. Quand on écoute aujourd'hui et qu'on essaie de comprendre ce que pourrait faire Apple aujourd'hui, et qu'on nous dit mais ne croyez pas qu'Apple va sortir un Vision Pro ultra léger comme vous avez sur les lunettes, c'est pas possible. Quand on voit ce qu'on fait Snap, on se dit c'est pas possible, mais un peu quand même. Donc à terme, ça pourrait être intéressant d'ici quelques années de voir en matière de miniaturisation ce qu'on arrivera à faire. Surtout que, tu le sais, Apple maîtrise l'ensemble de la chaîne, y compris le silicone, donc il peut vraiment développer des composants. Et on a vu au CES, il y avait une start-up néerlandaise qui était capable, qui faisait une démonstration de force, qui attirait tout le monde, qui était capable de projeter une image extrêmement fidèle dans les petits verres et qui disait capable de produire ça pour des modèles industrialisés. Donc finalement, peut-être qu'Apple ne va pas le faire directement, mais il serait peut-être capable de racheter une boîte comme ça pour gagner peut-être 1 ou 2 cycles d'avance et se retrouver avec un produit qui arrivera sur le marché quand il sera vraiment à maturité, c'est-à-dire peut-être courant 2027. Bon, en tout cas, on souhaite bonne chance à Snap. Franchement, voilà, moi, j'y crois pas trop parce on va essayer, écoute. Ça va coûter énormément d'argent en marketing. Est-ce qu'ils ont la capacité financière de se lancer aussi dans des magasins, de passer des accords commerciaux, de trouver un réseau de distribution? Parce que par exemple les Meta Ray-Ban, ils ont tout de suite fait un réseau d'opticiens ou 2, et puis après ils ont réussi à commercialiser les choses. J'ai un ami qui est associé avec Ray-Ban surtout. Là, ils vont tout seuls. Oui, c'est vrai. Mais j'ai un copain qui est ophtalmo et qui m'expliquait que ces lunettes étaient très intéressantes justement pour toutes les professions médicales. Elles permettraient par exemple d'avoir des informations en surimpression. Elles sont
plus légère et plus confortable que le Vision Pro, par exemple. Bien. Donc, il y a peut-être aussi des débouchés professionnels. Et cet ophtalmo, il a évalué un peu l'impact que ça pourrait avoir sur la rétine parce qu'on n'a pas vraiment de recul. Si plus Alors, on rapproche l'écran, non. peut-être qu'on va pouvoir. Il a lu les specs, il a dit c'est intéressant, mais après il faut voir effectivement si à l'usage elles sont confortables et efficaces. Mais c'est bon, on va voir un peu ce qui se passe. En tout cas, aujourd'hui, il est certain que les usages qui se développent autour de ces solutions de réalité mixte, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, autour du Vision Pro, c'est que du B2B. Il y a beaucoup d'applications médicales. On sait que le casque, il y a des solutions françaises avec Clear Surgery qui permettent aujourd'hui à des chirurgiens non pas de travailler à distance, mais de ne plus avoir sa batterie d'écran comme on a ici dans le studio, et de pouvoir travailler avec vraiment des écrans intégrés sans toucher des zones tactiles qui pourraient être infectées, etc. Donc il y a un vrai marché B2B autour de ça. Mais encore une fois, tu l'as dit, il y a beaucoup d'incertitudes. Est-ce qu'ils ont les épaules pour le faire? Moi, je suis quand même agréablement surpris. C'est vrai que c'est massif, mais je m'attendais à pire. Ouais, à voir. Espérons qu'on puisse les tester rapidement et on vous fera un retour précis. Moi, j'avais pu les tester rapidement il y a quelques mois de cela, mais c'était pas terminé. Tu vois, c'était encore du proto et de la bêta. C'était assez intéressant, mais elles étaient lourdes, je trouve. Et tu ne peux pas te balader dans la rue avec ces lunettes-là, c'est pas possible. L'actu, c'est Meta aussi, qui, vous avez vu, alors continue son partenariat avec Essilor-Luxottica, mais a décidé de sortir des lunettes de son côté, moins chères, avec la même technologie qu'il y a dans les Ray-Ban Meta. L'avantage, c'est quand on enlève la licence Ray-Ban ou la licence Oakley, on peut faire des produits un peu moins chers, de parce qu'on n'a l'argent, pas besoin de la forcément. payer. Ben Donc on se retrouve avec les Metaglass qui commencent à partir de 309 €. Donc voilà, ils enlèvent 50 à 60 € sur le prix de base des Wayfarer ou d'autres modèles qui sont collés à la marque Ray-Ban ou Oakley. Donc là, on a sur un produit plus abordable, avec quasiment les mêmes specs, un design un peu différent, un peu plus classique finalement. On se retrouve face à des lunettes de vue et ils font un petit partenariat au passage pour créer le buzz avec Kylie Jenner sur un modèle bien particulier. Voilà, donc 3 nouveaux modèles. Kylie Jenner, d'accord. Et oui, mon pote. Oui, bien sûr. Oui. Ils auraient pu passer un accord avec toi. Je ne suis pas sûr que ce soit la même impact. Tu peux me permettre. Mais une entrepreneuse qui a des réseaux et qui est capable de bien vendre de produits. Donc voilà, je pense qu'ils ont bien ciblé la bonne personne et la bonne ambassadrice. Voilà. Alors tout ça, on voit que tout le monde est en train de fourbir ses armes sur les lunettes connectées, baisser les prix, avoir quelque chose qui fonctionne. Tout ça parce que, évidemment, à la fin de l'année, il y a les Samsung, Google qui sortent, qui peuvent peut-être être de sacrés concurrents aux lunettes Meta. Et puis, bien sûr, on attend qu'Apple sorte du bois, parce qu'on ne peut pas imaginer une seule seconde qu'Apple n'ait pas dans ses cartons un projet de lunettes connectées. Olivier. Oui. On est d'accord. On est d'accord. C'est les leakers Apple le claironnent. Alors, ils ne sont pas tous d'accord sur la disponibilité de ces lunettes, quelles seraient les fonctionnalités qui seraient mises en avant, mais on sait très bien qu'Apple a ralenti les projets autour du Vision Pro pour déployer l'équipe sur justement ce projet de lunettes connectées. Est-ce qu'on va récupérer des technos du Vision Pro? C'est ça qui est assez intéressant. Et il y aurait peut-être surtout une première version qui serait moins ambitieuse, qui serait plus en phase avec ce que fait aujourd'hui Meta, parce que finalement Meta, Google, est-ce qu'on peut parler de lunettes connectées ou des concurrents des AirPods? C'est ça dont il s'agit aujourd'hui. Tout à fait. Donc le risque pour Apple, c'est de se dire, est-ce que demain on va toujours mettre des oreillettes ou on va mettre simplement ces lunettes qui permettent de téléphoner, faire des photos, etc. ou d'écouter de la musique. Donc ils sont obligés de réagir, c'est clair. Est-ce qu'ils vont aller directement vers une solution vraiment ambitieuse, comme l'a présenté nos amis avec les specs récemment? C'est là où il y a une incertitude. Je pense qu'il leur faut du temps quand même pour ils iront. Mais visiblement, ils prennent ce temps-là. C'est-à-dire qu'on sait que ça ne sera pas cette année, peut-être l'année prochaine. Et est-ce qu'on peut pas se dire que finalement, s'ils prennent du temps, c'est qu'ils vont sortir un truc un petit peu plus évolué que les lunettes qu'on a déjà? C'est-à-dire que je vois mal Apple attendre et sortir l'année prochaine des lunettes avec simplement une caméra et des haut-parleurs. Tu vois, je ne peux pas imaginer ça. C'est pas possible. Il y aura forcément quelque chose en plus. Ils sont plus créatifs et ils pourraient pas se positionner sur le marché sans avoir une offre différenciante. Et ils ont beau l'appeler les eyeglass et les faire dans un blanc très reconnaissable, ça ne suffira pas. Les gens maintenant, ils sont passés à autre chose. C'est comme pour les écouteurs. Il y a plein de gens qui sont passés
outre les AirPods et qui ont basculé vers du vrai audio. Donc, il y a Du vrai audio. Du vrai audio. Bon. Du vrai audio. Ils sont très bien les AirPods, mais voilà. Il y a mieux en termes d'audio, je pense. Un avis purement personnel, mais je pense que ce sera la même chose avec les lunettes. Ils vont arriver dans un marché, il sera tellement foisonnant. Il y aura même des gens sortis de nulle part, des fabricants chinois qui seront là avec un produit très, très, très perfectionné. Donc, ils seront obligés de relever le niveau s'ils veulent essayer d'exister. Donc, Apple qui sont. Vous avez vu que pour les AirPods, avec iOS 27, on va avoir l'équaliseur qui va arriver? C'est énorme. Mais c'est incroyable. On est en 2026, les gars. On va pouvoir rajouter des aiguilles et des graves à son AirPod. Oui. Ça, c'est quand même la... Oui, tu vas pouvoir paramétrer toi-même, comme un cran. Waouh. Des années 80. Merci Apple. Les AirPods vont même fonctionner sous Android à un moment. Ouais. Faites attention. Hein. C'est fou. Non, mais ce qui est intéressant dans le cas, pour revenir aux lunettes, c'est que la force d'Apple, c'est avant tout son écosystème. Donc, on sait que la faiblesse de Meta aujourd'hui, c'est ça. Et que l'univers Meta n'est pas forcément très apprécié en termes d'écosystème et de collecte des données, hein, pour ne pas nommer le sujet qui fâche. Donc c'est aussi le point fort qui est mis en avant par Google, parce que derrière il y a Android XR, donc ça va être plutôt sympa. Et là, on va vraiment avoir un écosystème de lunettes connectées à terme, et des applications et des usages qui vont se développer. Pas uniquement prendre des photos, des vidéos et écouter de la musique. Enfin, moi, franchement, ça n'aurait pas de sens. Mais bon, on n'est pas à l'abri, évidemment, d'un petit rebondissement. On parlait des AirPods. Il y a aussi une autre rumeur, Olivier et Damien, qui traîne en ce moment. Ce serait la future génération des AirPods qui serait équipée, écoutez bien, de caméras. Alors, c'est une rumeur qui revient depuis pour voir à l'intérieur une bonne année, non, il me semble. Pour voir à l'intérieur de notre oreille, je vois pas trop à quoi ça peut servir. Est-ce que ce sont des vraies caméras? Est-ce que ce sont plutôt des capteurs infrarouges? On sait pas trop, mais visiblement, il y aura encore plus de technologies qui arriveraient dans les prochains AirPods, Olivier. Oui, alors c'est intimement lié à une annonce qu'a fait Apple en début d'année, qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est le rachat de QAI, cette boîte israélienne dans l'intelligence artificielle qui a été rachetée plusieurs milliards, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais c'était l'une des plus grosses acquisitions d'Apple, je crois que c'était 10 milliards, des plus grosses acquisitions d'Apple historiques, avec Beats et Next qui est devenu macOS. Non, c'est 1 milliard, j'ai dit une bêtise, c'était déjà pas mal, 1 milliard, croyez-moi. Ouais, Beats, c'était 3 milliards. On va retrouver le chiffre. Et on se demandait qu'est-ce qu'ils vont faire de cette IA. Et la particularité de QAI, c'est que c'est une IA qui voit. En clair, elle a via des caméras, qui ne sont pas forcément des caméras au sens qu'on entend, ça peut être des caméras infrarouges, des capteurs sur le visage, qui perçoit les réactions non seulement de l'utilisateur, ce qui est intéressant, une crispation, un sourire, etc., ou au contraire, prend en compte l'environnement. Aujourd'hui, avec la nouvelle version de Siri, qui est enfin, entre guillemets, arrivée, parce que ça ne concerne pas forcément nous en Europe, Apple n'a plus ce boulet qu'il traîne depuis des années et peut enfin proposer des avancées intéressantes en matière de fonctionnalité IA sur ses AirPods ou demain sur ses iPhones ou ses lunettes connectées. Et cette fonctionnalité, ce serait de tenir compte de l'environnement, avec des caméras qui seraient capables de dire il fait chaud, il fait froid, il pleut, tu es en train de cuire quelque chose, je vais te pousser du contenu. Tu es tendu. Pourquoi tu es tendu? Je vais te voilà. Je mets une petite musique. Je mets une petite musique douce. On peut tout imaginer. Et ce rachat de QAI, il y a une chape de plomb. On ne sait pas ce qu'ils font autour de ça. Du jour au lendemain, la boîte a été intégrée à Apple et l'ensemble des salariés a été intégré. Je ne sais pas si tu as retrouvé le chiffre, mais je crois que c'est 2 milliards. C'est 2 milliards. C'est 2 milliards. Ouais. Alors, même si Apple n'a jamais communiqué, bien évidemment, sur le chiffre officiel, c'est intéressant cette boîte QAI parce que son intelligence artificielle arrive à détecter les chuchotements et arrive à comprendre vos chuchotements et arrive à même lire sur vos lèvres. Et c'est ça. Voilà, c'est incroyable. Étonnant. On voit le lien évident. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais l'intégration, c'est rapide, hein, ça date de janvier, mais après, à mon avis, ils discutent depuis longtemps. Oui, ils discutent depuis longtemps. Et puis le fondateur de cette boîte avait une start-up auparavant qui a été rachetée par Apple, et c'était eux qui avaient développé, tu sais, la fameuse caméra de la Xbox. Je me tourne vers le... Connect. Voilà, côté obscur de la force, vers la Connect, et qui a été intégré et qui est devenu Face ID aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, la boucle est bouclée. Bon, on peut comprendre pourquoi ils mettent des caméras dans les AirPods. Ouais, 2027, c'est ce qu'on dit. On verra bien. Et on sait que George Ternus, qui va succéder à la direction d'Apple, le nouveau CEO d'Apple, qui arrive en septembre, a beaucoup d'ambition et veut accélérer le rythme des sorties.
Il veut aussi accélérer, veut montrer une image un peu plus innovante d'Apple, un peu plus aussi revenir à ses premiers amours, à savoir le design. Oui, c'est très intéressant tout ça. Ça va être voir. On est vraiment à un tournant. On va être. Mais est-ce que c'est que des mots ou est-ce qu'il y aura ça sera suivi d'actes? Ça va être très très intéressant. Fixé, dès le mois de septembre. Oui. J'aimerais qu'on évoque maintenant Waymo. Ces robots taxis qui bluffent tout le monde aux États-Unis notamment. Enfin, je pense que tu l'as pris, Damien, lors de tes différents déplacements aux États-Unis. Je ne sais pas si tu es déjà monté dans un Waymo. Non, pas encore. Olivier, c'est vraiment impressionnant. Dans une Jaguar, mais pas dans une Waymo. Ah, ben voilà. Et donc, c'est cette Waymo, qui est donc le robot taxi de Google, est quand même assez impressionnant. Pour vous dire, la première minute, on se dit waouh, il n'y a personne, on a un peu peur. Et puis après, on oublie totalement qu'il n'y a personne qui est au volant. On sort son téléphone et on fait sa vie. On gagne confiance très très vite, et il faut dire que c'est quand même assez bluffant. Ça marche bien, mais malgré tout, il y a de temps en temps des bugs, je crois, Damien. Ça peut arriver, effectivement. On se rappelle l'histoire qu'il y avait on pouvait bloquer les voitures en mettant un plot de construction à San Francisco, parce que forcément les capteurs identifiaient ça comme un danger. Et là, effectivement, il y a un rappel de voitures pour corriger quelques bugs avant des déploiements. Pour l'instant, il y a des déploiements dans quelques villes américaines et dans d'autres villes dans le monde. Et Waymo devait arriver en Europe, techniquement en Europe, parce qu'il devait arriver à Londres à la rentrée. Et peut-être que ça va être un petit peu retardé et qu'on va essayer de peaufiner la technologie avant de la déployer massivement, parce que ces bugs-là de sécurité, le problème, c'est que quand on est sur un secteur aussi critique de celui-là, n'importe quel bug de sécurité, ça peut mettre en péril en fait toute l'industrie. Donc Waymo, s'il se loupe, ça peut mettre en péril le déploiement d'autres marques, comme ça peut être le cas. Et l'actu la semaine dernière, c'était que Waymo avait rappelé en fait 3900 taxis qui en fait confondaient les routes et les chantiers, ce qui était quand même un petit problème. Petit bug. Voilà, un petit bug. Et d'ailleurs, ça rigole pas, parce que là, évidemment, il y a la réglementation qui jette son œil là-dessus, parce que le pire qui pourrait arriver, c'est qu'il y a des accidents mortels à bord d'une Waymo. Et là, ça casserait véritablement toute la confiance qu'on a aujourd'hui avec ce type de voiture, Olivier. Les véhicules n'ont pas tenu compte des fermetures de bretelles sur les autoroutes autour de San Francisco notamment. Donc c'est quand même assez touchy. Bon, il y a une dizaine de cas, c'est pas non plus. Mais après, mais il y a un problème, il y a un bug dans le soft, en tout cas. Donc on dit rappel, c'est un rappel essentiellement logiciel. Ils vont pas démonter la voiture, comme c'est le cas aujourd'hui. Ça peut se faire à distance d'ailleurs. Ouais. Oui. Sans doute fait déjà. Pour la plupart des constructeurs automobiles, mais c'est vrai que ça pose un problème, et c'est vrai que on pardonnerait pas à une entreprise qui est cotée ou qui va l'être cotée en bourse de provoquer des accidents. Mais c'est l'enjeu. On voit que en Europe, on est beaucoup plus prudent. Et beaucoup plus sur la défensive autour de ça, même si dans les pays nordiques, on voit arriver maintenant des solutions. Et en Croatie, ils ont commencé à utiliser les voitures autonomes en Croatie, un partenariat entre un constructeur chinois et Uber qui commence à se déployer. Donc ça va arriver en Europe. Mais effectivement, tout ce qu'on reprochait à Tesla il y a quelques années, de problèmes de détection de piétons, de problèmes de détection de travaux, on les retrouve maintenant à Waymo. Waymo, on pensait que c'était le miracle qu'on attendait tous. Et finalement, ils se retrouvent avec les mêmes difficultés et obstacles. Et Tesla qui semble vraiment miser à fond sur l'évolution de la voiture autonome avec les robotaxis. On ne va plus forcément arriver de nouveaux modèles de véhicules chez Tesla. Et Elon Musk, en tout cas c'est son discours, est-ce que c'est du storytelling, semble privilégier l'émergence du robotaxi et la voiture autonome et du robot tout court en utilisant les chaînes d'approvisionnement et de montage de Tesla pour cela. Oui, alors il arrive, normalement Waymo arrive à Londres, mais le seul problème, c'est que évidemment les routes à Londres ne sont pas les mêmes qu'aux États-Unis. Bon, alors au-delà du fait qu'on roule, c'est pas tout on roule pas du même côté. Voilà. Déjà, on roule pas du même côté. Déjà, bon, ça, j'imagine que c'est pas le plus compliqué à mettre à jour dans le logiciel, mais c'est vrai que les routes sont étroites. Il y a énormément de travaux partout. Donc la densité de population sur une petite zone. Sûr, il y a beaucoup plus de personnes qui roulent à vélo. Aux États-Unis, je suis désolé, mais sur les grands axes, vous n'avez pas de vélo, quoi. Il n'y a pas de trottoir déjà, donc. Pas de problème. Donc, ça change en fait la physionomie des routes n'est pas la même, et donc c'est le défi de Waymo, c'est d'arriver à Londres où la réglementation est beaucoup plus, on va dire, coulante qu'en Europe, et après essayer de venir, pourquoi pas à Paris, mais bon.
Oui, on sait qu'ils ne sont pas très chauds à Paris en tout cas, mais après on peut imaginer le déploiement sur certains itinéraires. Tu peux imaginer le déploiement entre des gares ou entre des aéroports parisiens, où on peut parce qu'il y a l'autoroute, qu'on sort de Paris, etc. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué, que les infrastructures européennes sont plus anciennes, puisque les villes sont simplement plus anciennes, qu'on n'a pas comme à New York des blocs où tout est autocarré et c'est assez simple de se repérer, où les voies sont larges, etc. Et puis aussi, il y a une volonté européenne d'y aller progressivement parce qu'on n'a pas confiance aussi dans l'aspect collecte des données. Qu'est-ce que font ces constructeurs de ces informations vitales? Il y a aussi cet aspect-là. Et donc l'Europe freine son jeu de mots aussi pour cette raison. Après, il y a aussi une part de lobbying des constructeurs automobiles européens qui sont un peu à la ramasse et du coup qui pensent pouvoir combler leur retard en retardant l'échéance d'arrivée soit d'opérateurs américains, soit d'opérateurs chinois, mais malheureusement, ils vont pouvoir retarder l'échéance. Alors qu'en Chine, c'est open bar. Oui. On parlait avec le PDG de Pony AI qui travaille avec des équipementiers français et européens pour installer leur logiciel dans des voitures autonomes qui vont pouvoir standardiser. Et c'est finalement pas tant un problème d'infrastructure autoroutière ou même de construction des rues, c'est juste en fait d'adapter la législation et de faire sauter des verrous qui sont essentiellement mentaux pour lancer des voitures. Et pareil, on va se poser la question de savoir, j'ai des caméras dans une voiture embarquée, où vont ces données-là, qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Parce qu'on peut les compiler pendant des années et les réutiliser pour peut-être déstabiliser un pays dans quelques temps. Bien sûr. Et puis il ne faut pas oublier que, par exemple, dans les Waymo, vous avez même des caméras intérieures. Oui. Parce que il faut surveiller ce qui se passe dans la voiture pour pas que les gens le volant déjà détruisent la voiture ou détruisent la voiture, la salissent, enfin voilà, etc. Mais je suis pas persuadé que chez nous, par exemple, ça passe. Je suis pas sûr. Le RGPD, je ne suis pas sûr qu'on ait le droit. Donc il y a plein d'obstacles en fait à tout ça. Mais il faut demander en tout cas l'autorisation de l'utilisateur. J'ai rencontré un fabricant de voitures en autopartage comme feu l'Autolib qu'on avait à Paris, petite voiture électrique, et effectivement une caméra intérieure, puisque comme elle est en autopartage, on sait que c'était un problème en matière de... le vandalisme sur les Autolib, c'était... Et aussi, l'argument, c'est de dire si vous oubliez quelque chose, on va le détecter, on vous prévient. Et de l'application, en fait, tu vois, il t'explique, tu dois signer le contrat. Si tu n'as pas le contrat, ils n'activent pas la caméra. Voilà, après, c'est un moindre mal. Si tu donnes l'autorisation... Par contre, tu ne peux pas avoir le service si tu ne signes pas. Voilà. Est-ce que ces Waymo vont arriver à Paris? Écoutez, on va surveiller ça de près et bientôt à Londres en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Olivier Frigara, merci Damien Licata, qu'on peut lire au Parisien. On refait le Mac, on refait la F1 avec Olivier. Vous restez avec nous, deuxième partie de ce De quoi je me mail, avec l'interview donc du fondateur de Tetris, que j'ai enregistré il y a quelques jours, c'était à l'occasion de Vivatech. Voilà, vous allez tout savoir sur l'histoire, la naissance, la genèse de ce jeu mythique. Et puis vous qui êtes avec nous en audio, quelques minutes supplémentaires avec Olivier et Damien vous attendent exclusivement sur le podcast audio. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.